Présent. Donc, sur le dispositif Sylvact. Donc, aujourd'hui, vous avez été invité pour que je vous présente ce dispositif-là qui est en place du coup, à l'échelle du territoire du Pilat, dans le sens où le parc du coup, en fait, adhère à l'association et donc ça permet aux propriétaires forestiers de bénéficier des aides qui sont proposées par le biais de Sylvact. Alors, est-ce que ça va bien fonctionner? Donc, je vous propose de faire la présentation en 5 temps. Donc, on va commencer par une présentation de ce qu'est l'association Sylvact et quelle est sa philosophie générale. Ça vous permettra du coup de comprendre comment a été construit le projet sylvicole territorial dont on parlera dans un second temps, donc qui va être vraiment le cœur du sujet et le cœur des discussions aujourd'hui. Et ensuite, je vous présenterai quelles sont les conditions pour être éligible du coup aux aides de Sylvact, puis comment monter un dossier. Et enfin, on terminera par un temps de questions si on reste à l'issue de la présentation. Comme j'ai déjà dit, et je vous le répète, du coup, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre en levant la main, et puis je vous donnerai la parole au gré de la présentation. Donc voilà, Sylvact, c'est une association qui a été créée en 2016 et qui est à présent reconnue d'intérêt général. Donc ça agit comme en fait une interface de financement entre des financeurs qui sont des entreprises, des collectivités ou des citoyens. Donc des financeurs qui ont un peu des objectifs d'affichage entre guillemets sur des questions de gestion durable de la forêt et du coup des propriétaires forestiers. Donc voilà, que ça allie ces deux parties-là. La philosophie du coup de l'association, c'est dans un objectif premier de préserver le patrimoine forestier des territoires. Donc ça, comment ça se décline? Ça se décline en 4 points différents. Le premier, c'est de maximiser la résilience des peuplements. Et donc ça se traduit par une gestion à couvert continu, mélangée et étagée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études scientifiques qui vont dans le même sens et qui montrent que finalement, on a beaucoup plus de résilience des peuplements. Attendez, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hop là. Donc, on a une résilience augmentée des peuplements quand on est du coup à une gestion à couvert continu, puisque du coup, on n'a pas de mise à nu du sol. Et quand on est en mélange, on a beaucoup de phénomènes qui ne sont pas encore tous expliqués, mais qui vont un peu corroborer le fait que quand on a un mélange d'essence, en fait, on va du coup avoir en fait, des phénomènes de résistance par association. Donc typiquement, quand on peut avoir des effets barrières à des épisodes sanitaires. On a également du coup des études qui montrent aujourd'hui qu'on a notamment les feuillus qui sont capables de, d'émettre en fait des composés organiques volatiles qui sont du coup qui vont faire fuir les ravageurs et en particulier les scolytes. Donc, quand on a un peuplement monospécifique, de fait, on aura plus de potentialité d'attaque de ravageurs. Et d'autre part, on a également des phénomènes de surcroissance, donc, qui sont dans la littérature anglaise, on appelle ça le overyielding, qui donc est créé par ce mélange des peuplements. Et donc qui contribue en fait, à avoir une surproductivité par rapport à un état où on n'aurait qu'une seule essence présente sur une parcelle. Donc ça s'explique par en fait, des phénomènes de disponibilité de la ressource qui est améliorée, et donc avec des périodes de besoins en minéraux et en eau qui sont différées selon les essences, et donc du coup, quand on les mélange ensemble, on a une meilleure distribution de ces éléments, et donc ça contribue à une croissance supérieure. D'autre part, l'objectif de Sylvact, c'est également de produire du bois de qualité. Donc voilà, l'idée, ce n'est pas simplement de conserver un couvert végétal, c'est également d'arriver à produire des bois de qualité, donc des bois de qualité qui vont être plus rémunérateurs pour les propriétaires forestiers et qui vont également permettre une séquestration du carbone sur du long terme. Notamment si on parle de bois de charpente, ce ne sera pas la même chose que si on est sur du bois de palette en termes de longévité du stockage carbone. D'autre part, il y a des gros objectifs de préservation de la biodiversité, des paysages et des services écosystémiques. Donc voilà, l'affichage biodiversité, il est aussi ancré et dû au fait que les financeurs de ce dispositif-là veulent avoir un impact sur la préservation de la biodiversité. Donc derrière, ça va se retranscrire dans le dispositif Sylvact qui va chercher du coup à conserver, voire à améliorer la biodiversité sur les parcelles. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas du tout antagoniste avec le fait de produire du bois de qualité. Donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure,
Euh, le fait d'avoir un écosystème qui soit riche et complexe, ça va contribuer à avoir un écosystème qui sera plus équilibré et de fait plus résilient, notamment face à la question du dérèglement climatique. Et enfin, donc quatrième point, Sylvact s'appuie principalement sur la régénération naturelle du coup, dans la gestion qu'il préconise. Donc de fait, euh, ça ne suppose pas qu'il n'y aura jamais de plantation en forêt qui seront gérées, enfin, qui seront appuyées par le dispositif Sylvact. Mais par contre, on sera simplement sur de la plantation d'enrichissement et non pas sur de la plantation en plein sur de grandes surfaces. Et là, cet élément-là, ça s'explique également par le fait que quand on est en régénération naturelle, on a, enfin, à condition d'avoir les semenciers, bien sûr, on aura du coup des plants qui seront potentiellement plus adaptés aux conditions locales. Puisqu'en fait, durant toute sa vie, un arbre, eh ben, il a son matériel génétique qui évolue. Et de fait, le matériel génétique qui est contenu dans les graines évolue également, avec en mémoire du coup les conditions passées sur la station sur lesquelles on les retrouve. Donc voilà, ça peut être un appui également pour l'adaptation de s'appuyer sur ces régénérations naturelles. Donc le dispositif Sylvact, il va permettre d'apporter des aides financières aux travaux forestiers auprès des propriétaires. Et donc, ces montants-là, ils sont sur la base de 70% du montant hors taxe des travaux en forêt privée et de 50% pour les forêts publiques. Donc, c'est quand même des aides qui sont assez conséquentes et intéressantes. Comme on le verra tout à l'heure, en fait, c'est des dossiers qui sont assez simples à monter, donc des aides qui sont facilement mobilisables. Par contre, voilà, ce n'est pas de l'argent qui est distribué à tout va non plus, dans le sens où il y a quand même un plafond de 10 000 € d'aide annuelle par bénéficiaire qui peut être mobilisé. Et on a également un plafond par catégorie de travaux. Donc ça, on verra juste par la suite, vous comprendrez à quoi ça correspond. Pour resituer du coup le projet sylvicole territorial à l'échelle du PILA, donc aujourd'hui, c'est le PNR qui a, en fait, adhère à l'association. C'est une adhésion qui est renouvelée tous les 3 ans depuis 2016. Et donc, depuis 2016, on est donc au troisième renouvellement du PST. Depuis cette date, on a eu donc 190 hectares de travaux qui ont été financés par le biais de Sylvact, ce qui représente 19 dossiers, et donc une mobilisation générale de 55 000 €. Donc, ça, on peut penser que c'est déjà pas mal, mais on n'est quand même pas au maximum de ce qu'on peut faire. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de développer un peu l'animation autour du PST Sylvact pour qu'il y ait plus de dossiers qui se montent et que du coup, il y a plus de financement qui soit soulevé par le biais de cette gestion-là. Donc voilà, pour ce qui est de la présentation générale. Au niveau de la surface occupée par les forêts sur le territoire du parc, on est à 50% du territoire. Ça représente 35 000 hectares sur les 70 000 hectares occupés par le parc du Pilat. Et donc, on a une forêt qui est majoritairement privée à près de 90%. Donc voilà, c'est des chiffres que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà en tête. Juste une petite carte avant de passer au PST. Donc là, cette carte provient du Conservatoire botanique national, donc, qui a été réalisé en 2013. Et donc, ça représente les différents types forestiers qu'on a sur le territoire du parc. Donc, vous avez dans les couleurs donc le vert foncé et le violet. Ici, en fait, on a tous les peuplements de sapinières et de hêtraies sapinières, donc qui sont assez majoritaires sur le territoire du parc. En noir, vous avez toutes les plantations résineuses, donc majoritairement issues du Fonds forestier national dans les années 60-70, dans 70-80 plutôt, qui contribuaient du coup à aider la déprise agricole par la replantation sur ces terrains agricoles. Donc, c'est des plantations souvent monospécifiques qui ont été réalisées avec majoritairement de l'épicéa, voire du Douglas. Et dans les tons un peu plus pastels, vous avez toutes les forêts feuillues, donc qui sont principalement plus bas en altitude en fait, et donc sur lesquelles on va retrouver majoritairement du chêne. Donc voilà, au niveau des chiffres, ça nous donne 31% de sapins pectinés au niveau du territoire, suivi derrière par le pin sylvestre à 18% et l'épicéa à 13%. Donc les 3 premières essences
sont des essences résineuses. Et derrière, on a le chêne et le hêtre qui arrivent. Donc, au niveau de la répartition feuillus résineux, on est à 55% en plantation, en forêt résineuse, 35% en forêt de feuillus et moins de 10% de forêt mixte. Donc ça serait un pourcentage qui serait quand même à améliorer si on voulait du coup maximiser la résilience des peuplements. Donc une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a vu cette carte, on s'était réunis du coup en fin d'année dernière avec les gestionnaires locaux pour du coup travailler à l'édition et la réédition du coup des itinéraires sylvicoles qui seraient retenus sur le territoire du parc dans le cadre du PST. Donc on a retenu 3 itinéraires sylvicoles. Le premier, il va concerner du coup la hêtresse sapinière, donc majoritaire sur le territoire du parc. Et l'objectif, ça va être de travailler soit à l'acquisition, soit au maintien de sa structure irrégulière. On a un deuxième itinéraire qui va concerner les autres peuplements résineux et qui, lui, donc, va viser à les irrégulariser et les diversifier en essence. Et enfin, on a un troisième itinéraire sur les peuplements feuillus qui, lui, de la même manière, va chercher à irrégulariser et diversifier ces peuplements qui ont une tendance à la régularisation parce qu'en fait, il y en a très peu de gestion. Parce qu'on a très peu de débouchés sur les feuillus à l'échelle locale. Et donc, de fait, pas de gestion dit régularisation, ce qui n'est pas forcément une garantie maximale du coup de résilience. Donc ici, je vous présente le premier itinéraire donc sur la hêtresse sapinière. Donc ça concerne des peuplements qui sont aujourd'hui majoritairement gérés en irrégulier, ce qui est pas mal, mais qui sont globalement peu diversifiés. Donc voilà, on parle de hêtresse sapinière, mais concrètement, quand on se promène en hêtresse sapinière, on a souvent dans la sapinière uniquement, et les hêtres, parfois, on les cherche. Donc là, l'objectif de cet itinéraire-là, c'est à terme d'arriver à un mélange avec globalement 70% de sapins, et donc donc un mélange avec d'autres essences, donc principalement des feuillus, qui pourront aller jusqu'à 30%, et éventuellement avec d'autres résineux. Donc là, en dessous, avec les petites étoiles, je vous ai mis une liste d'essences qui a été déterminée dans le cadre de ce PST. Donc, cette liste, elle n'est pas exhaustive dans le sens où toutes les essences qui sont listées ici, si vous choisissez de les planter dans le cadre de plantation d'enregistrement, vous aurez forcément l'accord. En revanche, si vous avez une proposition autre à faire, et ben, ça pourrait être étudié, donc ce n'est pas forcément un non systématique sur d'autres essences. Derrière, il y a des enjeux de conservation donc liés à la biodiversité. Donc, dans ce cadre-là de cet itinéraire 1, il y aura donc 8 arbres bio qui seront à conserver à l'hectare, ce qui va concerner 4 gros bois ou très gros bois morts et 4 arbres vivants qui sont porteurs de dendro-micro-habitats, les DMH, donc des supports de biodiversité. Donc là, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on ne les a pas sur la parcelle, on ne va pas les inventer, en fait, ces arbres bio ou arbres habitats, en particulier les arbres morts. Donc, de fait, c'est des objectifs à avoir à terme et il faudra travailler à essayer de les avoir du coup sur du long terme si on ne les a pas à l'instant initial où on fait du coup l'inventaire et le marquage. Et enfin, une petite condition qu'on a ajustée, c'est que en fait, les travaux qui sont assez lourds devront être réalisés hors période de nidification des oiseaux, donc de février à juin, et sur un sol portant pour éviter du coup les dégâts sur le sol et favoriser au maximum sa porosité. Donc voilà, si vous avez des marquages à réaliser ou des choses qui sont peu impactantes sur le milieu, il n'y aura pas du tout de problème pour les faire sur la période février-juin. En revanche, dès qu'on est sur des travaux un peu plus conséquents, la philosophie du coup de Sylvac n'est pas de réaliser des travaux sur cette période-là qui pourraient du coup impacter la biodiversité. Donc voici le détail du coup des travaux qui sont éligibles dans le cadre de ce premier itinéraire. Donc sur la gauche, vous avez le listing des types de travaux et sur la droite, vous avez les plafonds de dépenses pour chaque travaux associé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les plafonds qui sont ici proposés, en fait, par exemple, diagnostic sylvicole, 100 € par hectare, c'est le plafond d'éligibilité. Et donc derrière, si on est en forêt privée, on a donc 70% d'aide sur ce plafond, donc 70 € à l'hectare, par exemple, si on a un devis qui va être égal ou supérieur au plafond.
Si en revanche, on a un devis qui est réalisé par un professionnel de gestion forestière qui est inférieur à ce plafond-là, du coup, le montant de l'aide sera calculé sur le 70% du devis et non pas sur 70% du plafond. Donc voilà, si on rentre un peu dans le détail, du coup, il y a le listing des travaux éligibles vont aller du coup du diagnostic sylvicole, donc prendre des mesures dendrométriques stationnelles ou écologiques sur une parcelle. Il sera également possible d'être financé sur du marquage. Ça va concerner le marquage préalable à une coupe jardinatoire ou une coupe d'irrégularisation, la désignation des tiges d'avenir et bien évidemment le marquage des arbres qui seront conservés au titre de la biodiversité, donc les fameux arbres habitats. Donc voilà, c'est important à mon sens de procéder en fait au marquage des arbres habitats en même temps que le marquage des arbres qui vont être récoltés. Puisque quand on réfléchit en particulier sur la gestion en irrégulier, on réfléchit par îlot quand on est en forêt et qu'on fait ces marquages-là. Et donc, il est important en fait, d'avoir en tête les arbres qu'on choisit de couper, par où on va les faire sortir où est-ce qu'ils vont tomber. Donc, de fait, de réfléchir en même temps à quels sont les arbres qui vont être conservés pour la biodiversité et qui ne vont pas être dérangeants derrière dans l'exploitation, ça peut être une bonne chose. Parce que, à titre d'exemple, si on conserve un arbre mort, par exemple, qui est en plein dans la ligne sur laquelle vont être tirés les arbres qui seront issus d'exploitation, l'arbre bio, il va en prendre un coup et du coup, il y a peu de chances qu'il soit conservé par les ETF à l'issue de l'exploitation. Derrière, il sera également possible de financer du débardage alternatif. Le seul bémol qu'on peut apporter à cet élément-là, c'est que en fait, Sylvac, c'est reconnu d'intérêt général, comme je l'ai dit au tout début. Et donc, de fait, ça ne permet pas de financer des travaux qui seraient du coup bénéficiaires. Donc là, la prise en charge de ces travaux-là sera uniquement faite si on a des déficits à l'issue de l'exploitation. Et donc, si on est dans le cadre des travaux et non pas dans le cadre des coupes. Donc voilà, l'idée de ce débardage alternatif, c'est de favoriser encore une fois la qualité des sols et de limiter leur tassement. Donc ça va passer soit par du débardage à cheval, soit par l'installation de câbles mâts, soit par du chenillard léger. Et donc de la même manière, on a des plafonds à chaque fois pour chaque catégorie pour l'éligibilité des dépenses. Derrière, on a également la possibilité d'aller chercher des financements Sylvac sur les travaux après coupe jardinatoire. Donc, ça va concerner le listing de ces travaux qui sont indiqués ici. Donc, le dégagement, le nettoiement, le dépressage, le relevé de couvert ou l'intervention sur les perches. Et donc là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque opération est mobilisable individuellement. Donc, potentiellement, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, vous pouvez monter des dossiers Sylvact sur des travaux différents, sur les parcelles identiques, et donc bénéficier de l'aide apportée par Sylvact. Et enfin, donc, il y a les travaux qui pourraient être mis en place pour favoriser l'émergence de la régénération qui pourraient être éligibles. Donc ça, c'est des travaux qui seront réalisés dans le cas où on a des difficultés de régénération naturelle. Et donc, on va pouvoir travailler sur le sol, donc avec du crochetage, du griffage, pour favoriser la mise en place de la régénération. Ou alors, s'appuyer sur la mise en place de rondelles ou de bois mort en forêt. Donc ça, c'est des éléments qui ne sont pas trop mis en place pour l'instant dans le Pilat et dans le Massif central de manière générale. Par contre, dans les Alpes, ça se fait beaucoup pour favoriser du coup la régénération, et notamment le sapin et l'épicéa, sur les zones sur lesquelles on a des difficultés de régé. Et donc, troisième point, il sera également possible du coup de protéger les tasses de semis de la dent du gibier par la mise en place d'enclos individuels ou l'utilisation de tricots. Et donc, en dernier recours, quand on n'a pas de régénération, que ça ne fonctionne pas, il y a possibilité de passer par la plantation d'enrichissement. C'est également possible dans le cas où on aurait une diversification des essences qui serait insuffisante et qu'on n'aurait pas de semencier à proximité qui serait capable d'apporter cette diversification à l'échelle de la parcelle. Donc là, il y a une possibilité de passer par ces plantations-là à hauteur de 500 plants par hectare.
et donc dans des positions qui visent à atteindre l'objectif. Donc, je rappelle, l'objectif, c'était ce qui était présent tout à l'heure, le peuplement objectif, donc 70% de sapins en mélange avec du coup 30% de feuillus et de résineux. Et donc, ces plantations d'enrichissement pourront avoir lieu soit sur du pied-à-pied, soit sur du petit collectif, voire sur des trouées de dimension maximale de 2500 m², ce qui suppose en fait qu'on conserve un minimum d'ambiance forestière en limitant ces trouées à cette dimension-là. Quand du coup, on va limiter un peu le réchauffement du sol et le dégazage qui pourrait être opéré, donc que ce soit du carbone, que ce soit des minéraux. Et donc, on conserve un maximum l'ambiance forestière et du coup la faculté derrière à la forêt à se redévelopper. Donc voilà, donc dans les aides qui sont précisées ici, du coup, on a des comment dire, pardon, en fait, quand on est en bord de cours d'eau, du coup, on va avoir des enrichissements qui seront limités à certaines espèces. Donc en particulier parce que enfin, les résineux en fait ont tendance à, à acidifier les cours d'eau et donc ils ne sont pas forcément préconisés à implanter en bord de cours d'eau. Et d'autre part, ils ont souvent un système racinaire qui est assez superficiel, qui ne tient pas. Et donc quand on a des pluies assez conséquentes, et bah, du coup, on a des problématiques de chablis qui sont opérées sur les résineux et en particulier l'épicéa. Oui, pardon. Un élément que je n'ai pas précisé, c'est que du coup, ici, comme vous voyez, les essences alloctones ne sont pas autorisées en zone d'habitat d'intérêt communautaire. Donc, une zone d'habitat d'intérêt communautaire, qu'est-ce que c'est? Et ben, en fait, c'est tous les petits points rouges que vous avez sur la carte ici. C'est donc en fait les haies sapinières qui sont situées sur le périmètre Natura 2000 que comporte le parc. Donc voilà, ici en couleur, vous avez donc les différents périmètres Natura 2000 du parc du Pilat. Et en rouge, du coup, les habitats d'intérêt communautaire sur lesquels il ne sera pas possible d'introduire des essences alloctones, comme le Douglas, par exemple. Donc ça, c'est simplement pour être en raccord avec, du coup, avec la politique européenne, donc qui impose en fait des règles un peu strictes sur ces milieux-là et qui souhaite les préserver, entre guillemets, coûte que coûte, sur du long terme. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à l'itinéraire numéro 2, donc, qui concerne les autres peuplements résineux. Donc, ces peuplements-là sont généralement des plantations FFN, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc Fonds forestier national, qui sont généralement monospécifiques, donc Epicéa, Douglas, et qui sont assez régulières. Donc, comme on l'a présenté tout au début, il y a un intérêt pour la résilience de ces peuplements-là et pour la résilience de manière générale de la forêt, de diversifier ces peuplements et de les irrégulariser dans la mesure du possible. Et donc, l'objectif, ça va être du coup d'avoir des ratios d'essence qui vont être les suivants. Donc, soit du Douglas, soit de l'épicéa, soit du mélèze, qui était monospécifique au départ, qui va donc abaisser son taux à 60-70% et qui sera en mélange du coup avec soit un autre résineux, soit d'autres feuillus. Donc, mais dans tous les cas, il faudra mettre du feuillu qui apporte beaucoup de bénéfices dans ces peuplements-là. Et donc là, les enjeux de conservation vont être un peu plus faibles que tout à l'heure pour la sapinière. Donc tout à l'heure, on était à 8 arbres bio à l'hectare. Ici, on sera à 5. Donc pourquoi cet écart? C'est qu'en fait, sur ces peuplements monospécifiques, on a généralement moins d'habitats favorables à l'accueil de la biodiversité en l'état actuel. Et donc, on ne va pas chercher à trouver des arbres qu'on n'a pas sur la parcelle. Donc de fait, 5 arbres bio à l'hectare, c'est déjà pas mal. Si on a 3 arbres vivants à dendromicro-habitat et 2 arbres morts, et ben, on atteint les objectifs. Sachant bien sûr que plus on en a, et mieux c'est. Et de la même manière, il y aura les mêmes barrières entre guillemets sur les périodes d'intervention qui seront proposées donc, sur les 3 itinéraires. Donc là, au niveau des essences qui seront possibles d'introduire en plantation d'enrichissement, c'est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça s'explique par le fait que ces plantations-là, comme on l'a vu sur la carte, elles sont généralement plus bas en altitude. Donc, on a des essences différentes qui pourront être introduites. Donc, des essences qui vont supporter un peu plus des conditions sèches et chaudes. Et enfin, pour limiter les risques d'hybridation avec le sapin pectiné,
Ce qui a été proposé, c'est qu'il y a des possibilités d'introduction de sapins méditerranéens qui soient limitées du coup, à des altitudes inférieures à 850 mètres. Donc voilà, c'est un dispositif qui est mis en place, mais sur lequel on n'a pas trop de recul, dans le sens où, d'une part, est-ce que l'hybridation, ça pourrait pas être un plus pour aider notre sapin pétinier à s'adapter dans le futur? On ne sait pas. Donc la réponse, on n'a pas du tout. D'autre part, les grains de pollen, ils volent quand même pas mal. Donc pour en avoir à discuter déjà avec Lionel Staub qui est ici présent, c'est vrai que quand on a des épisodes de, de grains de sable qu'on voit venir du Sahara, on se dit qu'un grain de pollen, ça peut quand même faire quelques kilomètres. Et donc, limiter l'implantation de sapins méditerranéens à des altitudes inférieures à celles qu'on a sur la sapinière, peut-être que ça ne sert pas à grand-chose, mais en tous les cas, on n'a pas de recul et on fait quand même attention un minimum sur l'hybridation qui pourrait être néfaste. Donc là, au niveau des travaux éligibles, le listing, c'est le même que pour la sapinière. Ce qui va changer, en fait, c'est au niveau de la plantation d'enrichissement, donc le dernier encart, sur lequel ici, on va pousser un peu plus l'autorisation de plantation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était à 500 plants maximum par hectare, et ici, on se va être à 600 plants maximum. Donc, c'est notamment en référence au peuplement composé pardon, enfin, l'épaisseur, en fait, sur lesquels on peut avoir des enjeux plus conséquents de diversification à faire donc d'une manière assez rapide, puisqu'on a des problématiques de scolyte qui commencent à se faire sentir, et notamment cette année qui est assez sèche et sur lesquelles on a un peu d'inquiétude sur comment ça va survivre à l'été, quoi. Donc voilà, sinon dans le détail, c'est les mêmes. Au niveau des plafonds de dépenses éligibles, c'est exactement la même chose également. Je vous propose donc de passer à l'itinéraire numéro 3 sur les peuplements feuillus. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur des futaies qui tendent vers la régularisation parce qu'il n'y a pas du tout de gestion qui est pratiquée dans ces milieux-là. Et donc, malheureusement, ce n'est pas les aider que de ne pas travailler du coup, dans ces peuplements-là, qui doivent être du coup, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait de la gestion, à la fois pour la filière et à la fois pour leur survie de manière générale dans le temps. Donc là, on est sur des peuplements objectifs qui vont être assez mélangés donc sur les feuillus, avec la possibilité d'introduction jusqu'à 30% de résineux dans ces peuplements-là, qui seront du coup potentiellement plus rémunérateurs pour les propriétaires. Et là, au niveau des enjeux de conservation, on va retomber sur 8 arbres à l'hectare, puisque globalement, les feuillus sont plus susceptibles d'accueillir des dendromicrohabitats, donc il sera moins compliqué d'en trouver dans ces peuplements-là. Et donc, on a les mêmes préconisations sur les périodes d'intervention. Voilà, au niveau des essences, de la même manière, la liste n'est pas exhaustive. Si vous avez d'autres propositions à faire au moment de votre montage de dossier Sylvact, ce sera étudié. Voilà. Et derrière, dans le listing des travaux éligibles, là, il y a des petites modifications par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, ça va concerner les 2 derniers encarts, donc les plantations d'enrichissement et les bouquets d'amélioration. Donc ça, le dernier encart n'était pas présent, donc je reviendrai juste après dessus. Mais pour ce qui concerne les plantations d'enrichissement, du coup, on va limiter à 400 plants maximum par hectare l'introduction. Et au niveau des plantations, elles seront possibles uniquement sur du pied à pied. C'est-à-dire qu'il ne va pas être possible du coup de réaliser des trouées de 2500 m² comme c'était le cas sur les 2 itinéraires précédents pour du coup procéder à ces plantations en forêt. Et d'autre part, sur le bouquet d'amélioration de travaux, ici, du coup, l'idée, c'est de travailler à l'obtention de feuillus de qualité, donc en particulier les feuillus précieux. Et donc là, on cherche du coup à aider l'obtention de ces feuillus de qualité qui seront du coup plus facilement vendables à l'industrie. Et donc tout ce qui est élagage, détourage, balivage et ouverture de place de roulement pourront faire l'objet du coup d'un dossier Sylvact et pourront être subventionnés à hauteur de 2 000 € par hectare. Donc à rapporter du coup à 70% de ce taux-là en forêt privée et à 50% du coup en forêt publique. Est-ce que vous avez des questions sur les 3 itinéraires que je viens de présenter?
Oui, moi j'avais une question Oui. sur tout ce qui est débardage alternatif. Mhm. Euh, c'est quoi? C'est si ça engendre de la perte ou comment sont faits pour en bénéficier? Concrètement, vous basez sur quoi? Sur le financement? Tu veux que je réponde, Adam? Eh ben, si tu veux, oui, vas-y. Donc, Jean-Sébastien Jacquet de Silvact. Euh, du coup, pour répondre à ta question, comme l'a dit Adam, notre limite effectivement à Silvact, c'est qu'on ne peut que venir neutraliser une partie du déficit. Donc, en gros, j'en ai déjà eu là, quelques dossiers sur cette partie-là. Il faut faire un calcul. Donc, en gros, c'est le bénéfice de la vente éventuelle donc des bois sur l'éclaircie qui est faite, moins le coût de l'exploitation. Donc, et c'est sur le delta qu'on va venir neutraliser en forêt privée, donc 70% du coût, et en forêt publique 50% du coût. Donc, voilà, c'est un peu notre limite, c'est qu'on ne peut pas venir neutraliser à 100% le déficit. Donc, il restera toujours une petite partie de déficit à charge du propriétaire privé ou de la commune. Mais voilà, en tout cas, ça a quand même servi à débloquer quelques situations et on pense que c'est important de le proposer voilà, dans certaines situations où avec, voilà, en mécanisant, on ne peut pas faire du travail proprement en préservant les sols malgré les cloisonnements. Donc voilà. Est-ce Non, mais un que... câblement, ça peut être ça peut s'entendre. Ouais, Non, non, d'accord, très bien. Merci beaucoup. pas de souci. Bah, merci Jean-Sébastien pour la réponse, du coup, qui était plus précise que j'aurais pu apporter. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on pourra toujours y revenir par la suite, il n'y a pas de pression. Non, c'était bien clair. Ok, merci. Là, ce que je vous propose, c'est une comparaison rapide avec ce que propose le département de la Loire à travers du plan filière, donc 2021-2027, puisqu'en fait, du coup, il y a certains éléments qui se recoupent et je pense que c'est bien dans la présentation qu'on en parle rapidement pour voir bah, ce qui est éligible dans les deux cas ou ce qui n'est pas. Donc voilà, le plan filière, en fait, il y a le dispositif 6, donc sur le département de la Loire, qui propose du coup d'aider les sylviculteurs dans la conduite de leur peuplement forestier. Donc, vous avez remis le tableau du listing des types de travaux qui sont éligibles dans ce cadre-là. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête déjà, c'est que ça concerne la propriété privée uniquement et sur des surfaces de 0,5 à 2 hectares. Donc, on est en dessous du seuil proposé par Sylvact. Et après, pour ce qui est du coup du montant des aides qui est proposé, on n'est pas tout à fait sur les mêmes valeurs. Donc, par exemple, des pressages de plantation, on est à 600 € l'hectare dans le cadre du coup du département et on est à 2 000 € l'hectare dans le cadre de Sylvact. Donc, de la même manière, sur le nettoiement, on est à 2 000 € je crois, pour Sylvact. Ici, on est à 300 € du coup, par le département. Par contre, il y a des aspects intéressants qui sont proposés par le département de la Loire qui sont notamment liés à l'élagage, que ce soit de pénétration ou de l'élagage à grande hauteur. Donc ici, on a ces deux lignes ici qu'on ne va pas retrouver dans le PST et donc qui peuvent contribuer à des aides à hauteur de 300 € à l'hectare pour l'élagage de pénétration, voire 600 € à l'hectare pour l'élagage à grande hauteur. Donc pourquoi on ne l'a pas proposé dans le PST de travailler sur de l'élagage? C'est parce qu'en fait, dans le cadre de Sylvact, on ne pouvait pas aller plus haut que ces seuils qui étaient déjà proposés par le département. Donc en fait, il ne nous est pas apparu pertinent d'introduire un peu de la concurrence entre guillemets à ces aides-là qui sont déjà existantes. Donc que ça soit assez clair sur ce qui est mobilisable d'un côté et de l'autre. Enfin, du coup, on a les trois derniers points. Donc, taille de formation de feuillus, bah, là, de la même manière, ça peut être aidé par Sylvact à hauteur de 2 000 € l'hectare. Et sur ce qui est martelage, on est à 300 € dans le cadre de Sylvact. Et pour la lutte curative contre l'ilobe en plantation, ça, c'est pas proposé par Sylvact. Mais voilà, c'est une aide qui peut être appréciable également pour certains qui devront s'appuyer sur le département et son plan filière. Donc là, je n'ai pas remis son contact, mais du coup, c'est Laurent Russias qui a contacté dans le cadre du montage de dossier pour avoir des aides du département. Donc, il y a également le site, du coup, vous tapez plan filière 2021. Adam, Oui. je me permets d'intervenir. Pour les propriétaires privés, il faut qu'ils s'adressent au CRPF pour le montage des dossiers.
Oui, pardon, je n'ai pas précisé pour le. C'était simplement pour avoir des informations sur le détail en fait d'éligibilité. Vous pouvez avoir du coup des informations qui sont disponibles sur le site du département de la Loire. Et après, effectivement, pour monter les dossiers, je vous invite du coup à joindre Sophie qui est du CRPF et qui vous aidera à monter ces dossiers-là. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, il y a quand même des conditions d'éligibilité dans le cadre de Silvact. Donc il y en a 4. La première, c'est qu'il faut être pourvu d'un document de gestion durable, donc un plan d'aménagement si on est en forêt publique, et un plan simple de gestion ou un code des bonnes pratiques sylvicoles accompagné d'un programme de coupe si on est dans forêt privée. D'autre part, il y a également des impératifs d'engagement dans un programme de certification forestière, donc que ce soit FSC ou PEFC. On va également devoir réaliser des travaux sur une surface qui est comprise entre 2 et 50 hectares. Et donc, pour atteindre ce seuil de 2 hectares, il est possible de procéder à des montages de dossiers groupés avec les propriétaires voisins. Donc voilà, ce n'est pas forcément un dossier par propriétaire, ça peut être un dossier qui regroupe plusieurs propriétaires. Peut-être juste un tout petit complément là-dessus. Ouais. Donc, pourquoi sont faits ces seuils-là? Nous, c'est histoire aussi d'avoir des entités de gestion qui soient cohérentes avec les objectifs sylvicoles qu'on se fixe. Donc, on regarde surtout la parcelle qui est en gestion, c'est-à-dire que ponctuellement, nous, ce qu'on regarde, c'est la parcelle qui est engagée au travers de Sylvac dans ses objectifs. Si vous avez un dégagement ponctuel ou un enrichissement ponctuel qui porte sur une toute petite partie de votre parcelle, mais que la parcelle, on l'a déjà travaillée dans le cadre de Sylvact et qu'elle fait 20 hectares, une année donnée, on peut faire passer un enrichissement sur 0,5 hectares. C'est pas spécialement un souci. C'est vrai que ce seuil de 2 hectares, il a été fait avant tout pour qu'on considère une entité de gestion qui soit cohérente avec l'objectif de sylviculture. Et puis les 50 hectares, c'est que avant de réaliser 50 hectares de travaux sylvicoles en une année, voire 2 ans, il faut quand même déjà avoir de sacrés moyens sur le terrain pour les réaliser, quoi. Donc, c'est un peu une limite pour pas que les dossiers traînent trop. Voilà. J'avais une question, moi, concernant les docs de gestion. Oui. Pourquoi le RTG n'est pas valable dans doc de gestion durable? Bon, Sébastien, je te laisse répondre. Du coup. Oui, si tout document de gestion durable est valable, nous le tout, ce qu'on regarde avant tout, c'est que le programme de coupe et travaux et que les objectifs sylvicoles soient en accord avec les objectifs sylvicoles de l'itinéraire Sylvact. Je pense que ce qui nous différencie un petit peu d'autres dispositifs, c'est que avant tout, nous, les étapes, les différents travaux qui sont aidés par Sylvact, qui nous ont été présentés par Adam, ne sont pour nous que des étapes qui font partie d'un itinéraire, et c'est avant tout l'itinéraire qui doit être regardé sur le temps long et dans lequel s'engage le propriétaire et le gestionnaire qui l'accompagnent. Donc nous, c'est vraiment, quel que soit le document de gestion, il faut surtout qu'il y ait un programme de coupe et travaux qui soit cohérent avec les objectifs de l'itinéraire sylvicole. Et c'est ça qui est crucial dans le dossier, j'allais dire. C'est l'engagement principal. Dans un RTG, il n'y a pas de souci. Normalement, il est spécifié avec coupe et travaux. Oui, oui. Non, mais il n'y a pas de… Après, il colle tout le temps, même au SRGS, normalement. Oui, oui. Non, mais… D'accord. Juste qu'il n'est pas spécifié, ouais. Le cadre contractuel, c'est vraiment l'itinéraire de gestion qui a été défini avec nous dans le cadre de Sylvact. Et ce sont vraiment ces objectifs sylvicoles-là qui sont primordiaux. Et il arrive qu'on demande un avenant au plan de gestion. Et ce qu'on s'assure, en tout cas, sur chaque dossier, c'est que le gestionnaire ait bien des objectifs qui soient en accord avec nos objectifs sylvicoles. Voilà. D'accord, ok, sans souci. Très bien. Ok, merci. Et donc, dernière condition, la parcelle considérée doit se retrouver sur le territoire du parc du Pilat, et donc sur une des communes qui est adhérente au parc et à sa charte, puisque de fait, en fait, c'est le parc du Pilat qui adhère à l'association Sylvac et donc qui permet aux propriétaires forestiers de son territoire de bénéficier des aides. Donc, si vous avez une parcelle qui est à l'extérieur du parc, elle ne sera pas éligible, ou alors si elle est sur un autre territoire aidé par Sylvact. Voilà. Mais du coup, avec des PST qui seront différents à l'échelle des autres massifs qui sont supportés par Sylvact.
Par la suite, du coup, le montage d'un dossier donc engage entre guillemets le propriétaire derrière à suivre l'itinéraire sylvicole pour lequel il a engagé les travaux sur une durée minimale de 10 ans. Euh, donc voilà, il peut y avoir en fait des contrôles opérés par un organisme indépendant donc sur cette période de 10 ans. Donc de fait, eh ben, il est important du coup de conserver la philosophie et l'objectif qui est atteint dans le cadre de chacun des itinéraires sylvicoles lorsqu'ils sont mobilisés. Donc voilà, c'est des contrôles qui sont opérés par des organismes indépendants, ce n'est pas directement Sylvact qui opère ces contrôles-là, voilà, et de manière aléatoire. Donc je crois, Jean-Sébastien, que tu m'avais dit que c'était de l'ordre de 20% des dossiers qui étaient suivis chaque année. 30% chaque année. 30%, ok. 30%. Après, nous, on est bien sûr, par contre, disponible pour aller sur le terrain, pour discuter des montages de dossiers ensemble. Donc, ça, nous, c'est vraiment de l'échange directement avec vous, gestionnaire. Et puis après, voilà, on préfère que ce soit effectivement un organisme indépendant qui procède. Et c'est vraiment, généralement, ce sont des échanges techniques assez bienveillants hein, avec des experts qui ont quand même une bonne vision du temps forestier hein, et d'une durée de conversion d'un peuplement. Donc le tout, c'est que le gestionnaire agisse encore une fois avec l'objectif sylvicole en tête et avec la volonté de l'atteindre. Voilà. Ouais, tout est question de bonne intelligence, quoi. Lisa, tu avais une question? Oui, je me demandais, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard, j'ai raté le début. Tout à l'heure, vous disiez que les travaux, enfin, c'était comment dire, les montants d'aide étaient calculés sur les déficits d'exploitation. Donc moi, je représente la commune de Pélussin et on est en train en ce moment de travailler sur un projet d'utilisation du bois de notre forêt locale pour les chantiers de la commune. Euh, Dans ce cas-là, ça sera peut-être plus compliqué d'établir un déficit d'exploitation. Je ne sais pas si dans ce cadre-là, ça peut être éligible. En fait, pour ce qui est déficit d'exploitation, c'est uniquement dans le cadre du débardage alternatif ici, pour tout ce qui est des autres types de travaux. Donc, de fait, en fait, des travaux, ça se distingue de la coupe. Oui, j'ai bien vu, mais justement, c'était par rapport au débardage que je me posais la question. Ouais. Si dans le cadre de ces coupes de bois-là, on réfléchit à du débardage alternatif, est-ce qu'on serait éligible? Et bien, uniquement s'il y a du déficit d'exploitation en fait, à l'issue de l'exploitation et pas dans le cas où vous seriez en bénéficiaire en fait, de la coupe. Oui, mais du coup, si on ne vend pas le bois. Donc, c'est quoi quelle étape? C'est une coupe en abandon? Non, ça serait l'idée d'utiliser le bois de la forêt communale pour les chantiers de la commune. Donc, qu'ensuite le bois parte chez un menuisier, chez un scieur, puis un menuisier ou un charpentier, selon les préconisations de l'architecte en amont par rapport au chantier prévu. Ouais, donc quelque part, vous utilisez la matière première. Alors, il faudrait faire une estimation peut-être du bénéfice de matière première. J'ai jamais été confronté à ce cas-là, donc on pourra éventuellement contacter moi, on pourra en discuter Ok, ça directement. marche. Quand on aura plus avancé, ouais, on en Pas de reparle. souci. Par contre, c'est vrai qu'Adam dit quelque chose d'intéressant. Je pense surtout à l'amélioration feuillue. Quand on est sur un taillis peu mature, ou même parfois un petit peu mature, mais qu'on fait cette fameuse première opération pour structurer le peuplement. On ne peut pas encore appeler réellement de l'amélioration, mais c'est vraiment le premier balivage. On va choisir des francs-pieds, on va pour la première fois structurer vraiment un peuplement sur lequel on va se projeter en amélioration. Suivant les cas de figure, on peut vraiment considérer ça comme une opération de travaux, hein, une opération de balivage. Donc souvent d'ailleurs les gestionnaires mobilisent en premier l'ouverture de cloisonnement pour avoir une vision un peu à l'intérieur du peuplement. Donc là vous pouvez mobiliser cette première intervention en travaux, quoi. Voilà, donc ça c'est à vous de juger, c'est au gestionnaire de juger si c'est pertinent. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que ce bouquet de travaux est important dans les feuillus. Bien sûr, il y a aussi la taille de formation, l'élagage des feuillus précieux. Mais il y a voilà, ces premières opérations quand on récupère un peuplement feuillu qui n'a jamais été travaillé, quoi. C'est clair pour toi, du coup, Lisa? Oui, merci. Ok.
Donc à présent, je vais vous montrer un peu comment on fait pour monter un dossier Sylvact. Donc le processus, c'est le suivant. Dans un premier temps, il faut compléter un dossier qui est vierge et joindre les pièces administratives nécessaires, donc par courrier directement à Sylvact. Donc ça, c'est assez rapide à faire. Donc globalement, 30 minutes, c'est à peu près le temps qu'il faut mettre. Donc je ne sais pas, Sophie, je sais que tu en as monté un récemment. Globalement, combien de temps ça t'a pris, si tu as des informations là-dessus? Oui, alors le temps de réunir toutes les pièces, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais oui, ça peut être assez rapide après, une fois qu'on est habitué. Ouais. Et donc voilà, pour le montage de ce dossier, ce que je vous propose également, c'est de transmettre, avant de le transmettre à Sylvac, de le transmettre à moi-même au parc pour que je puisse y jeter un coup d'œil et pour vérifier que du coup, il ne manque rien, que tout est OK, avant que vous envoyiez du coup le courrier du coup, à Sylvac à Lyon. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contrôle de conformité qui est opéré. Donc globalement, c'est pas au niveau des pas de temps, on est sur une réponse dans les 30 jours après réception du dossier pour vérifier l'éligibilité de votre dossier dans le cadre de Sylvact. Ensuite, vous avez donc 2 ans à l'issue de cette validation pour réaliser les travaux. Suite à quoi, du coup, vous pouvez transmettre la facture acquittée à Sylvact et donc vous avez un versement de l'aide correspondante, généralement sous 60 jours. Donc, sur le papier, c'est écrit 4 mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais Sylvact, ils sont performants et ils vont beaucoup plus vite que ça. Donc, dans les 60 jours, vous avez généralement le montant de l'aide qui vous est reversé. Ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour sur le site du parc pour voir où est-ce que vous pouvez trouver l'ensemble des documents et voir comment ça fonctionne. Donc, je vais changer de partage d'écran. Donc voilà, une fois que vous êtes sur Internet, vous tapez PNR du Pilat, vous avez le parc naturel régional ici. Vous cliquez dessus. Vous avez un onglet qui s'appelle Nos actions, dans lequel vous avez le parc à votre service, Sylvact pour financer vos travaux forestiers. Vous avez tout un descriptif qui reprend un peu ce que je vous ai présenté au début. Donc, qu'est-ce que Sylvact? Quels sont les types de travaux soutenus? Les conditions d'éligibilité. Et enfin, vous avez, pour plus d'informations sur le bas, donc le PST dans le détail. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les slides. Donc, ici, c'est sur un format qui est un peu moins digeste, mais qui est plus détaillé. Donc, voilà les différents types de travaux que vous avez ici qui sont éligibles avec les coûts de mise en œuvre et les informations complémentaires dans la colonne de droite. Donc, une page par itinéraire sylvicole. Derrière, vous avez un document complémentaire qui reprend un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez une liste des gestionnaires forestiers du territoire qui sont susceptibles du coup d'appuyer les propriétaires privés, que ce soit pour le montage d'un dossier, que ce soit pour l'opération du martelage ou pour tout un tas d'autres raisons. Donc, ça, c'est une liste de gestionnaires qui a mobilisé dans le cadre de Sylvact, mais pas que. Donc, pour des privés qui auraient besoin du coup d'un gestionnaire, c'est ici que vous retrouvez la liste des intervenants du territoire du parc. Lionel, tu m'excuseras, je me rends compte que j'ai fait une faute d'orthographe à ton prénom. Et derrière, vous avez donc le formulaire à remplir pour les demandes d'aide Sylvact. Donc voilà, c'est un formulaire papier. Donc ici, vous pouvez directement l'imprimer. Il y a des informations assez générales à remplir. Du coup, les numéros de certification sont à renseigner. Le type de projet sylvicole, donc le PST du PILA. Le type d'itinéraire, donc l'itinéraire 1, vous donnez son nom, le 2, le 3, vous pouvez les mentionner pour celui que vous voulez, du coup, pour celui dont vous avez besoin. Et derrière, vous précisez les parcelles, l'itinéraire technique dont vous avez besoin, le type d'opération, la surface concernée,
le devis des travaux en liaison au plafond, le taux d'aide, du coup, si vous êtes en forêt privée, je le répète, c'est 70%, 50% en public. Et derrière, ça vous calcule, du coup, le montant de l'aide demandée. Pour la surface de travaux, vous pouvez parler en hectares parcourus si vous êtes sur un bouquet de travaux en irrégulier fait à l'hectare parcouru ou en hectares travaillés. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Nous, après, on détecte sur le devis et sur les notions techniques, voilà, si c'est de l'hectare parcouru ou travaillé. Donc, ensuite, vous avez quelques informations supplémentaires sur la conduite des travaux à renseigner. Et enfin, vous avez du coup la liste des pièces à joindre qui se trouve ici. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué. Globalement, c'est le plan de situation, les copies du programme de coupe pour vérifier la cohérence à l'itinéraire sylvicole, le devis, l'attestation forestière FSC-PEC, le RIB du coup pour du coup, être remboursé. Et ensuite, du coup, il y a des particularités pour les collectivités, pour les dossiers groupés, pour les CBPS+. Voilà. Vous avez des précisions sur ce qu'on a pu dire depuis le début, du coup, sur l'éligibilité, la durée d'engagement de 10 ans et sur le versement de l'aide. Donc voilà, il n'y a rien de très compliqué, c'est assez simple à remplir. Et enfin, donc, si on revient sur le site du parc, vous avez un lien vers le site internet de Sylvax, sur lesquels, du coup, vous pouvez éventuellement en fait, remplir un dossier. On va commencer. Tac, tac, tac. Dans nos actions aussi, tu as le massif si tu veux. Ouais, il y a les massifs. Et donc quand j'engage ma forêt, il y a possibilité en fait de remplir le formulaire en ligne. Alors nous, comme tu le disais, on préfère les dossiers papier. On est un peu vieille école. Si j'ai bien compris, le formulaire en ligne, pardon, ça permet de remplir en ligne, mais derrière, il faut quand même l'imprimer et du coup le renvoyer au papier. Voilà. Mais sinon, ils sont tous téléchargeables aussi. Ouais. Donc voilà pour ce qui est de la présentation simple du coup du site internet du parc sur lequel vous pouvez trouver les informations. Et donc je vais revenir sur la diapo. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce processus de montage du dossier? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est clair. J'avais juste une question. Nous, on avait prévu, enfin, on commençait à penser à faire des travaux cet automne d'éclaircie sur notre parcelle du Mantel, là, mais on n'a pas du tout avancé sur les documents de gestion et sur une certif PEFC. Donc, je pense qu'il faut d'abord faire ces travaux administratifs avant de se lancer dans les travaux, si je veux avoir le… Oui, oui, c'est ça. Il faut déjà avoir du coup des numéros de référence du document de gestion et du coup de certification forestière pour pouvoir compléter du coup le fichier et ensuite le transmettre à Sylvax. Du coup, je pense qu'on peut plutôt partir sur des travaux l'année prochaine. Enfin, dire, là, ça me paraît compromis pour cet automne. Après, il y a une flexibilité. Ce serait au moment du dépôt de dossier d'avoir bien engagé quand même la rédaction de votre document de gestion et d'avoir mis en œuvre l'adhésion. Et du coup, ce serait bien qu'au moment de la demande de versement, les documents soient validés ou en bonne voie de validation, quoi. Donc, c'est vrai qu'au niveau du timing, bon, après, c'est à vous de voir, mais nous, c'est arrivé qu'il y ait des avenants en cours au moment du dépôt de dossier, mais on a tous les éléments en termes de programme de coupe et travaux. Ça, c'est important qu'on l'ait à l'instruction. Donc, il faut quand même de fait avoir avancé un peu le document, quoi, c'est sûr. Ok, d'accord. Ouais, on peut déjà être engagé enfin, avoir du concret à présenter, quoi.
Oui. Il faudrait que ce soit soumis au CRPF au moment où vous déposez le dossier, ce serait l'idéal. Voilà. Et, ok, et pour que ça soit soumis au CRPF, il faut être adhérent au CRPF ou on l'aide d'office? Je vais peut-être laisser Sophie répondre du coup, parce qu'elle est là. Oui, donc un document de gestion durable peut être rédigé soit par le propriétaire, soit par un gestionnaire ou un expert forestier et doit être déposé auprès du CRPF pour être instruit, enfin enregistré, agréé. Voilà, on est le service instructeur pour valider le document. Donc le CRPF, c'est un établissement public. Il n'y a pas d'adhésion, des propriétaires. Voilà, on est là pour accompagner tous les propriétaires privés forestiers. D'accord, ok. Merci. Yvan, pour répondre à ta question peut-être plus précisément, Oui. vous pourrez déposer un plan simple de gestion volontaire, mais quand vous aurez fini d'acquérir un certain nombre de parcelles. Oui, c'est ça le problème. Voilà, mais C'est ça. dans l'immédiat, il n'y a rien qui vous interdit de déposer un code de bonne pratique sylvicole. Ça, c'est assez facile et rapide à faire. Et donc, du coup, vous êtes couvert par le document de gestion durable. Vous pouvez déposer le dossier Sylvact et puis après, derrière, réfléchir un tout petit peu après sur un plan simple de gestion volontaire. Ok, d'accord. Ça marche. Merci. Mais le CBPS, on va dire, c'est assez... Parce que là, vous avez en propriété, là, vous avez le Mantel, On a le Mantel et puis on a le Versane. la Versane, mais du coup, on n'est pas sur la même commune Oui. et ce n'est pas limitrophe non plus. Non, mais ça, c'est pas très grave. Mais Non. par contre, vous n'avez pas encore 10 hectares. Non. Voilà, donc vous ne pouvez pas déposer de plan simple de gestion volontaire. Ouais, ok. Voilà, donc là, pour le moment, vous êtes sous le régime du code de bonne pratique sylvicole si vous avez quelque chose à déposer. L'idéal, c'est un CBPS plus avec un programme de coupé travaux. Ah, de toute façon, maintenant, le CBPS, pas plus, il n'existe plus. Très bien, parfait. Voilà, donc ça, il y avait eu toute une histoire l'an dernier, il était même question de les supprimer directement, complètement. Donc, bon, finalement, ils ont été revalidés, mais maintenant, c'est que au format CBPS+. Parfait. Ok, merci. Pas parfait, du coup, on passe au dernier temps. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser si vous en reste. Et dans tous les cas, si vous avez des questions qui arrivent plus tard ou si dans le montage de votre dossier, vous avez des questions qui sont soulevées à ce moment-là, vous n'hésitez pas du coup à me contacter pour que je vous aiguille dans la réponse. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc c'est aussi mon boulot de vous aider. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions maintenant, c'est le moment de les poser. N'hésitez pas à nous solliciter avec Adam, du coup, pour éventuellement même aller sur le terrain s'il y a besoin. Est-ce que cette aide peut être cumulable? Alors, de manière générale, l'aide Sylvact n'est jamais cumulée avec d'autres dispositifs pour plusieurs raisons. Il y a déjà l'aspect de la nature de l'engagement, comme je l'ai dit, qui est un engagement plutôt long terme sur des objectifs. Et finalement, les travaux par lesquels vous passez ne sont que des étapes pour atteindre cet objectif. Et donc ça nous diffère un petit peu de ce qui peut exister par ailleurs. Il y a l'aspect aussi, le fait qu'on est d'intérêt général, en fait, fait que finalement, nos mécènes, qu'ils soient publics ou privés, nous confient une enveloppe au regard de la qualité des itinéraires qui ont été concertés sur les territoires, de la qualité de nos grilles, de notre processus. Mais il n'y a aucune contrepartie, c'est vraiment du mécénat pur et dur. Donc, de fait, on est incompatible avec des engagements de structure à but lucratif ou alors des engagements avec une finalité, une contrepartie carbone. Donc, de fait, ça nous élimine, on n'est pas cumulable avec un certain nombre de dispositifs, notamment venus du privé de ce fait-là. Donc, le seul cas où il y a eu, où c'est arrivé, en fait, ça a été de mémoire dans le budget, où c'est une dotation locale qui est venue abonder, voilà, il me semble, de 20%, ou je ne sais plus, de 10 ou 20% notre aide localement, mais souvent c'est en se référant
à nos itinéraires et en passant par notre processus d'instruction. C'est également ce que fait la région, finalement. Elle nous confie une enveloppe qui passe par notre processus. Donc, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc, j'allais dire de manière générale, je dirais que plutôt le propriétaire et le gestionnaire font leur choix technique et en fonction de leur choix technique mobilisent, je dirais, le dispositif qui correspond le mieux. Je pense que c'est plutôt ça la règle générale et les cumuls sont rares et c'est du cas par cas. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez venir vers nous. Ça rajoute aussi, il faut savoir, Des contraintes. ça rajoute un peu d'inertie et de délai aussi. Et c'est ça qui est dommage parce que nous, je pense qu'il y a une bonne méthode de travail qui fait que voilà, vous soumettez à Sylvac, vous avez rapidement l'accord, vous pouvez engager vos travaux. Donc, voilà, il y a toutes ces raisons-là qui font qu'en pratique, ça ne se fait pas. Je pense qu'il vaut mieux considérer les dispositifs comme complémentaires plutôt que comme additionnels. Enfin, c'est ma vision des choses. Et puis, il y a le fait qu'on aide quand même à 70% en forêt privée. Et du coup, de fait, c'est quand même difficile de nous cumuler à des dispositifs qui ont un taux d'aide qui serait incitatif autant que nous, ou même un petit peu moins que nous, parce qu'après, on passe au-dessus des montants d'aide légaux aussi. Donc, voilà. Très bien, oui. Je comprends. Pas de souci. Est-ce que vous avez une enveloppe annuelle qui est plafonnée? Oui, 10 000 euros. Non, mais non, je pense que c'est mal compris. Sur l'échelle du PILA, Alors, c'est-à-dire est-ce qu'annuellement, vous avez, je ne sais pas, 100 000 ou 200 000 euros d'aide et une fois que cette enveloppe est passée, vous ne pouvez plus en accorder? non. Non, on n'a pas de limite spécialement dans le financement des travaux. Tant qu'il y a des dossiers de qualité, on accompagne. D'accord, très bien. La limite, voilà, elle est plus individuelle pour pouvoir bénéficier un nombre maximum de communes et de propriétaires privés. Donc Très là, bien, c'est merci. ouais. Donc c'est vrai que ces 10 000 euros par an, ça nous permet quand même, avec certains gros propriétaires, avec certaines communes, d'aller jusqu'à 30 hectares, parfois 40 hectares de travaux sylvicoles par an. Et c'est vrai que c'est déjà assez conséquent parce qu'on est sur des travaux réguliers en irrégulier qui finalement, à l'hectare, ne nous coûtent pas si cher que ça quand une forêt a été travaillée régulièrement, quoi. On a des montants d'aide en moyenne qui peuvent osciller entre 600 et 1 000 euros, quoi. Donc, bien sûr que sur une prise en main de la gestion ou sur des choses ponctuelles, on peut monter, vous l'avez vu sur le PST, jusqu'à 2 000 euros l'hectare. Mais voilà, je dirais que les travaux moyens se situent plutôt entre 600 et 1 000 euros. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non, tout est très clair pour vous. Bon, c'est parfait. Donc, j'attends lundi matin les premiers dossiers sur mon bureau. C'est parfait. Donc, plus sérieusement, du coup, je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette présentation-là. Donc, voilà, je pense que tout le monde a mon mail, mais au cas où, il est disponible en bas de diapo ici. Donc, vous n'hésitez pas à me solliciter, donc moi ou Jean-Sébastien, comme il l'a précisé, pour qu'on vienne soit en appui, soit pour valider ou pas ce que vous avez l'intention de mettre dans le montage des dossiers, ou si vous avez des questions sur l'éligibilité de ce que vous souhaitez mettre en place dans les parcelles ou celles que vous gérez. Donc voilà, on se tient à disposition et puis il ne faut pas hésiter à poser des questions et à monter des dossiers Sylvac, puisque comme vous l'avez compris, il n'y a pas de limite financière à l'échelle du territoire du parc du Pilat. Et tu nous renverras la présentation, Adam? Oui, la présentation va être envoyée et puis pour ceux qui sont arrivés en retard également, du coup, il y a la présentation est enregistrée, et donc ce qui permet en fait à ceux qui sont arrivés un peu en retard et à ceux qui m'avaient demandé un enregistrement et qui n'ont pas pu se rendre disponibles, qu'ils aient accès du coup à l'ensemble des échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. Ok, parfait, merci. Ouais, merci. Oui, Rémi, tu voulais dire quelque chose?
Lisa a posé la question que je voulais. Donc, parfait. Et ben, si c'est bon pour vous, on peut s'arrêter là.